bonjour à tous. C'est Zendez-vous. Bienvenue. Moi, je m'appelle Marlène. Je m'appelle Jérôme. On est tous les deux associés et dirigeants de l'entreprise qui s'appelle Zendez-vous. Zendez-vous, c'est une plateforme qui permet, en tant que client, de prendre rendez-vous en ligne avec des praticiens en bien-être, sophrologues, naturopathes, coach de vie, etc., etc. Vous pouvez aussi faire la téléconsultation et vous avez accès à un coaching spécifique qui s'appelle le coaching Zendez-vous, qui permet, si vous ne savez pas vers quelle pratique vous tournez, d'être orienté à l'issue d'une heure de coaching, donc d'accompagnement avec un coach certifié chez nous. Ici, nous sommes le mercredi 11 octobre et nous allons vous présenter une pratique qui est présente sur Zendeo, qui s'appelle la sophrologie et donc Christophe Gallou va nous présenter aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Pour commencer cette présentation, je vais revenir au siècle dernier. Ouais, je vais revenir au siècle dernier parce que il y a un cheminement qui m'a amené à la sophrologie et je trouve que c'est intéressant, et en particulier un des outils que j'utilise. C'est intéressant de le connaître et voilà. Le siècle dernier, j'ai 18 ans, je vais passer le concours d'entrée pour l'École nationale de photographie à Arles et je tombe sur une phrase à disserter. Il y en avait trois, je m'en souviens que d'une, celle que j'ai prise, qui dit: quand j'ai peur, je crée une image. Alors, comme il n'y a pas de hasard, c'est ce que je vais retrouver 20 ans plus tard au niveau de la sophro. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai fait beaucoup de créations photographiques, de pédagogie aussi à l'image, et au fur et à mesure et je rencontre la sophro pour des problèmes d'abord des problèmes de stress liés à une pratique aérienne, et ensuite des problèmes de sommeil. Et au fur et à mesure que je faisais de la sophro, je m'aperçois, j'ai l'intuition qu'il y a des liens qui peuvent s'établir entre la sophrologie et les processus créatifs. Et donc, je me dis que je vais étudier ça. Je suis devenu sophrologue. J'ai fait l'école de somatothérapie et de sophrologie appliquée à Tours. Je suis devenu sophrologue en 2006 et j'ai créé un outil à partir de sophro qui permet, à partir de la sophro et d'une étude du psychologue qui a théorisé la notion de flow, qui est très connue en particulier chez les sportifs, j'ai créé un outil qui permet de renforcer la confiance en soi et l'estime de soi à partir de création d'images mentales artistiques. Voilà un petit peu le parcours. Dans ces presque 18 ans, j'ai élaboré une méthode qui utilise la sophrologie, mais pas que, ça on va en parler, et, et qui est plus une approche, on va dire, de thérapie que de développement personnel. D'accord. Alors, comment peux-tu définir en quelques mots la pratique que tu vas nous présenter? Alors, d'abord, par rapport à la sophrologie, il faut poser un petit peu les choses. Il y a en France, on va dire, deux courants. Enfin, au moins à l'époque où j'ai été formé, il y avait deux courants. Je pense que c'est toujours le cas. Deux courants de sophro. Il y a le courant dit caïcédien qui, euh, qui, qui diffuse les enseignements du fondateur de la sophrologie, du créateur de la sophrologie, Alfonso Caicedo. Et puis, il y a l'école dite française qui a utilisé cette base. Il y a à rajouter en particulier des éléments de psychologie pour créer avec une approche qui est peut-être un peu plus découvrante, mais je vais en parler. Donc, moi, j'ai une formation de l'école française. Ça, c'est une première chose. Dans la sophrologie, on a plusieurs outils, des outils qui sont autour de la respiration, des outils qui sont appelés relaxation dynamique, et puis des outils en état modifié de conscience. J'utilise presque essentiellement, sauf cas particulier, mais presque essentiellement les troisièmes, c'est-à-dire en état modifié de conscience. Donc, l'idée, et encore une fois, c'est un outil parmi trois ou quatre. Je parlerai des autres après.
L'idée, si vous voulez, c'est d'utiliser au maximum les potentiels de cet outil de sophro qui sont, il y a 3 ou 4 caractéristiques hyper importantes. La première, c'est que on va faire voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. La deuxième, c'est qu'on est sur une approche qui est une approche psychocorporelle. Et ça, c'est super important parce qu'on sait que les traumatismes se fixent, on va dire, dans le corps, les cellules, les gènes, confèrent l'épigénétique, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, sinon on va y passer la nuit. Euh, et troisième caractéristique hyper importante, c'est que ce que va vivre le patient ou la patiente dans cet état modifié de conscience, le cerveau, le mental va le prendre pour une réalité, pour quelque chose de réellement vécu. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut traiter les phobies. On fait vivre à la patiente, la personne qui est phobique de l'avion, par exemple, on lui fait vivre toutes les étapes de je prépare mes bagages, je vais à l'aéroport, je prends l'avion, tout se passe bien, j'atterris, etc. En découpant tout ça, en faisant plusieurs séances, le cerveau va dire ah ben je l'ai déjà vécu, ça s'est bien passé, donc j'ai plus de raison d'avoir peur parce qu'une phobie, c'est j'ai eu peur et j'ai peur d'avoir peur. Voilà. Mais on peut aussi, pour de la préparation mentale, visualiser des examens à venir et la réussite, etc. C'est extrêmement important cette idée de réalité vécue, quoi. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une partie aussi, tout à l'heure, je parlais de la sophrologie comme un outil découvrant. On peut aller rechercher des expériences vécues. En particulier, par exemple, on peut aller chercher des expériences, des traumatismes ou des expériences dans la période intra-utérine, à l'accouchement ou après. Ça, je pourrais en parler parce que c'est des moments importants. Et donc voilà les caractéristiques essentielles de la sophrologie que j'utilise dans mon approche. Les deux autres outils étant la cohérence cardiaque, qu'en fait, dans la prise en charge thérapeutique, j'utilise en premier. C'est-à-dire que c'est un outil qui est tellement simple, tellement performant, qui a été validé par l'armée de l'air, en particulier par l'armée de l'air, et qui est très facile à apprendre, que ça donne un outil qui dont les études récentes montrent qu'en fait, on peut l'utiliser comme outil de fond, mais aussi qui est un outil qui permet de sortir très facilement de moments de stress. Donc, cohérence cardiaque. Et le troisième outil que j'utilise, c'est la désensibilisation multisensorielle, ou autrement appelée EMDR, qui est un outil qui pour moi est un outil complémentaire et qui, quand le patient rentre dans cet outil-là, est un outil absolument fabuleux. Et la méthode que j'ai créée dans ces 17 ans, 18 ans de pratique, utilise ces outils dans une approche qui est, comme je le disais tout à l'heure, totalement thérapeutique. Très bien. Est-ce que, par exemple, tu peux nous décrire ou nous expliquer un peu comment se passe une séance par rapport à un déroulé de séance pour les personnes qui viendraient faire une séance de sophrologie? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a en fait, pour moi, l'approche, c'est, je dis, c'est comme une enquête policière où il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. On n'est pas dans une approche, je vais être très caricatural, mais freudienne, c'est la faute à papa ou c'est la faute à maman. Le patient ou la patiente n'est pas placé dans un état de victime. Mais par contre, c'est réellement une enquête, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, déjà, souvent j'ai des gens qui ont déjà fait un parcours thérapeutique, donc on va prendre ce qui a déjà été vu. Souvent, ils ont des pièces du puzzle, mais ils n'arrivent pas à les connecter, donc on va déjà partir de là. Et ensuite, on va aller chercher un certain nombre d'indices qui sont, on ne va pas développer là parce que je pense que c'est pas on n'a pas le temps et c'est peut-être pas le lieu, mais ces indices qui sont pas très nombreux, qui sont au nombre de 4 ou 5, on va aller chercher ça de manière à pouvoir avoir une conscientisation et une connaissance
de ce qui fait la problématique. Et après, on va en même temps, parce que ce n'est pas phase 1, phase 2, donner des outils pour pouvoir, à minima, réduire cette problématique, voire l'enlever dans certains cas. Donc, pour répondre à ta question, une séance, il n'y a pas de séance type. On va dire que je commence. Alors, les séances sont relativement longues, c'est-à-dire que moi, à l'école, j'ai appris qu'il fallait faire une séance de sophrologie en 45 minutes, mais comme je suis plutôt bavard et très à l'écoute, les 45 minutes, ce n'est pas possible. Donc, les séances durent entre 1 heure et voire 1 heure et demie. Je commence tout le temps par je ne parle pas de la première séance, hein, mais en suivant, je commence tout le temps par, comme une porte d'entrée, par l'humeur du jour et un débriefing de ce qui s'est passé entre les 2 séances. Sachant que si la personne a besoin de parler ou qu'on fasse quelque chose par rapport à quelque chose qui s'est passé dans cet entre-deux, eh ben j'aurais préparé ma séance, mais je vais trouver, en règle générale, je trouve comment basculer par rapport à la demande. Donc, débriefing de l'entre-deux. Après, les séances, ça peut être soit une séance de sophro, si c'est le moment, le cas, le besoin, soit de l'EMDR, comme j'ai dit tout à l'heure, soit du face-à-face. Il y a des séances qui ne sont que du face-à-face. Et en particulier, il y a des séances intermédiaires où on va faire un point sur cette enquête. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'a retenu le patient ou la patiente de ce qu'on a fait précédemment? Qu'est-ce qui se connecte? Qu'est-ce qui ne se connecte pas? Voilà un petit peu. Et puis après, si par exemple c'est une séance de sophro, après il y a bien sûr un débriefing derrière la partie de sophro qui, je le rappelle, est en état modifié de conscience. J'ai pas expliqué ce que c'est. Ça serait peut-être bien d'expliquer ce que c'est que l'état modifié de conscience en sophro, Oui. de manière générale et en sophro, pour pas qu'il y ait de fantasmes là-dessus. Alors, Justement, tu peux nous expliquer justement sur une séance où voilà. tu modifies Un état modifié de conscience, l'état modifié de conscience, c'est un terme général qui va de, imaginez, vous êtes en voiture et vous n'êtes pas, ce qui est le cas, je crois, 40 ou 50% du temps de la conduite, à 100% sur la conduite, vous êtes déjà en état modifié de conscience. Vous n'êtes plus en état de pleine conscience sur la conduite. Donc l'état modifié de conscience, ça commence de là et ça va jusqu'aux états de transe qu'on peut trouver dans des traditions africaines, sud-américaines, etc., avec ou sans prise de substance. Parce qu'on peut très bien rentrer dans des états de transe rien qu'avec le son d'un tambour. Expérience vécue. Donc, et la sophro, on est juste après la voiture. On est dans un état entre veille et sommeil, qui est un état où la personne sera dans un état positif, où elle garde le contrôle, c'est-à-dire que quelqu'un de mal intentionné ne peut pas envoyer des choses. S'il envoie des choses qui sont en dehors du système de valeurs, par exemple, du patient, le cerveau ne les prend pas. Donc on est dans un état modifié de conscience très doux, quoi. Très doux. Voilà. Et donc, après cette séance, il y a un débriefing pour voir ce que la personne a vécu, où elle était, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu. Surtout qu'il y a des séances qui sont, par exemple, si on prend ce dont je parlais tout à l'heure, la séance où la personne va revenir dans l'état intra-utérin, il y a un vécu qui est assez fort, quoi. Et qui est à la fois assez fort en termes de vécu, mais aussi assez fort en termes dans l'aspect découvrant des choses, c'est-à-dire en termes d'information. Quelle différence y a-t-il de ce fait avec l'hypnothérapie? Ah, je l'attendais, cette question. Alors, moi, je n'ai pas de formation comme hypnothérapeute. Ce que je crois savoir, pour en avoir côtoyé, assisté à des conférences, etc., je pense qu'il y a des hypnoses, il y a un état de sophro et des hypnoses. L'hypnose ericksonienne pourrait être un état, on pourrait même se dire que ça se fait dans la conversation. Donc on est dans un état modifié de conscience très soft. Et puis il y a des états dits de transe. D'ailleurs, le mot en hypnose est utilisé, la transe, ce qui n'est pas utilisé en sophro. Donc je pense qu'il y a des pratiques différentes. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on est dans un état modifié de conscience dans la sophro que j'utilise. Dans la relaxation dynamique, ce n'est pas le cas.
Et D'accord. dans la sophro que j'utilise, on est dans un état modifié de conscience qui peut être assez proche de certaines pratiques d'hypnose. Et donc, en faisant revivre justement des choses à cette personne, quels sont les bienfaits sur cette personne Alors, qui va à faire ça? si on part, alors l'idée, c'est de trouver dans l'approche que j'ai conceptualisée, que j'ai créée, l'idée, c'est de trouver l'événement premier, qui est l'événement qui a créé le traumatisme, qui a créé ce que j'appelle la croyance limitante, de manière à pouvoir, alors je vais vous donner un exemple, de manière à pouvoir démonter le conditionnement et le mécanisme qui s'est créé suite à cet événement. L'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple, imaginons un bébé qui naît avec un circulaire, c'est-à-dire un cordon ombilical entouré autour du cou. En règle générale, il ne peut pas rester plus de 9 mois dans le ventre de sa mère. Je dis en règle générale parce que j'ai eu un patient, il ne sait pas combien de mois il est resté. Sa mère, elle disait à ses voisines, il sortira quand il voudra. Bon. En général, il ne peut pas rester plus de 9 mois. Et s'il sort, s'il tire, il s'étrangle. Donc, il peut, alors je vais faire des généralités, mais ça n'en sont pas, mais c'est pour l'exemple, il peut se créer à ce moment-là une forme de programmation qui est sous la forme d'une ligne, comme une ligne de code en fait, qui dit si je choisis, par exemple, ça peut être ça, si je choisis, je meurs. C'est ce qu'en psychologie, on appelle ça une double injonction. Si je vais à droite, je meurs. Si je vais à gauche, je meurs. Très souvent, l'événement premier a un caractère morbide, soit réellement, le bébé risque de mourir, soit vécu comme. Parce que le plus important, c'est pas tant l'événement que ce qui est vécu et comment il le code. D'accord? Donc, l'idée, c'est de trouver cet événement premier, c'est de trouver ce qui s'est codé et de trouver quelle est ce que j'appelle la tonalité. Là, en l'occurrence, la tonalité, c'est le choix. Et on s'aperçoit que, par exemple, un bébé qui va naître avec un circulaire va avoir des tendances à avoir des angoisses, des difficultés, voire de l'anxiété ou des angoisses à choisir. Alors quand c'est je choisis, par exemple, rentrer dans un magasin, il y a un pull bleu, un pull rouge, je vais demander à 10 personnes qu'est-ce qui me va le mieux, le bleu ou le rouge. Soit je vais rien prendre, soit je vais prendre les deux. Quand c'est un pull, c'est pas trop grave. Quand c'est des événements de la vie, c'est beaucoup plus angoissant. Donc le but du jeu, pour revenir à ta question sur les bienfaits, le but du jeu, c'est une fois que la personne a compris les différents éléments de cette enquête, il y en a d'autres, hein, mais c'est très simple. C'est pas, on n'est pas sur de la thérapie longue et le processus est très simple. Une fois qu'il a ces éléments-là, l'idée, et en particulier qu'il a bien compris le mécanisme qui s'est mis en place, parce qu'on est vraiment dans le cas d'une mémoire post-traumatique. C'est-à-dire que quand la personne va se retrouver dans le magasin pour choisir son pull, c'est pas le choix du pull qui est problématique, c'est que ça se connecte avec l'événement premier. C'est réellement ce qu'on trouve dans une mémoire post-traumatique. Et une des caractéristiques de la mémoire post-traumatique, c'est que le mental va abstraire la réalité du moment. Le fait qu'il soit dans un magasin, qu'il y ait d'autres personnes, etc. Euh, donc, les bienfaits de la chose, c'est que l'idée, ça va être à minima, de réduire entre le moment où le mécanisme se met en marche et le moment où la personne s'en aperçoit, de réduire ce gap, voire faire en sorte, par exemple, pour des cas comme l'histoire du pull, ben, c'est minime, ça ne se déclenche plus. Si par exemple la personne se retrouve dans un truc assez dramatique, du style accouchement, on lui dit, mettons un monsieur, on dit, ben, il faut que vous choisissiez, c'est la femme ou l'enfant. Là, je ne vous garantis pas qu'il ne se déclenche pas une certaine angoisse. Quoi. Vous voyez, même si personne n'a suivi tout le process, toute la démarche thérapeutique. Mais l'idée, c'est de diminuer la charge émotionnelle et de réduire ce moment
de comprendre qu'en fait, c'est le mécanisme qui se déclenche, de le comprendre. Parce que si je reprends mon exemple des pulls, la personne va se retrouver angoissée sur le choix, mais va pas savoir pourquoi. D'accord. Tout à l'heure, je vous donnerai un exemple de comment quelque chose peut s'engrammer, être refoulé et remonter. Voilà. Donc l'idée, c'est de réduire ce gap, voire d'enlever le déclenchement du mécanisme. Ok. Ça, c'est dans le cadre d'une approche complète thérapeutique. Après, si on est dans des problématiques de confiance en soi, de choses comme ça, de préparation aux examens, etc., l'idée, clairement, c'est de renforcer, d'avoir une gestion du stress et des émotions, de renforcer la confiance en soi, d'y aller avec une vision positive de soi-même et de l'épreuve qu'on va passer, etc. Mm. On peut aussi appliquer, par exemple, parce que je suis en train de travailler là-dessus, puisqu'on est sur Octobre Rose, on peut aussi, par exemple, utiliser cette approche de sophro pour maximiser les traitements, pas remplacer, maximiser l'effet des traitements. Mm. C'est-à-dire que on va faire vivre à la personne le fait que la chimio ou la radiothérapie agit juste sur là où il faut qu'elle agisse, et pas sur des corps à côté, des cellules à côté qui sont en bonne santé. On sait depuis longtemps que ça fonctionne. On peut aussi agir sur l'après, euh, en soins de support, et sur l'après-traitement. Voilà. Donc il y a des utilisations différentes. Et les bienfaits sont de toute façon quelque chose, pour résumer ça, je dirais que l'idée, c'est de permettre aux gens de, de trouver ou de retrouver leur libre arbitre. Et c'est aider à faire travailler le cerveau de cette personne pour que ce cerveau-là, ben, du coup, aide le corps à, à aller Oui, mieux. mais pas que, parce que par exemple, on sait maintenant, tout à l'heure, j'ai lancé le mot d'épigénétique. Euh, bon, on sait que les chocs traumatiques peuvent modifier des protéines, des codages sur des gènes. Et on sait maintenant, ce qui est encore plus récent, que on peut avoir une réversibilité, comme qu'on appelle ça, la neuroplasticité. On peut faire rechanger par la thérapie cette problématique de codage. Donc, c'est pas uniquement le cerveau. Mm. D'autant plus que, alors, on sait aussi qu'il y a, et d'où l'utilisation de la cohérence cardiaque, on sait aussi qu'il y a des tissus de type neuronaux au niveau du cœur. Et j'ai lu très récemment un truc assez passionnant sur le fait que l'information, on ne passe pas, c'est pas cerveau-corps, mais c'est cœur, cerveau, corps. Et qu'il y a environ une seconde et demie entre le cœur et le cerveau. Donc c'est tout ça, c'est dans la langue française, on parle de l'intelligence du cœur. C'est pas juste une image. Donc tout est lié. Mais clairement, pour moi, une thérapie qui n'est pas une thérapie avec une approche psychocorporelle, je pense qu'elle fait une part du chemin, mais pas entier. Alors, sur les formations que tu as suivies, bon, tu nous l'as dit. Ouais. Après, du coup, Justement, est-ce que tu peux nous parler du cas Alors, tu nous ouais, partager un peu je vais vous citer deux, trois exemples. Euh, le cas dont je vous parlais tout à l'heure, qui est assez intéressant, parce que on peut avoir, c'est ce que j'appelle le syndrome du passage à niveau. Alors, le syndrome du passage à niveau, vous savez, sur les passages à niveau, il y a marqué un train peut en cacher un autre. Là, en l'occurrence, c'est une patiente qui est secrétaire médicale, qui a changé de cabinet, de local. Elle vient me voir, elle me dit, voilà, je n'arrive pas, depuis qu'on a changé de local, je n'arrive pas à tenir derrière mon
bureau, j'arrive pas à avoir de la concentration, etc. Il faut que je me lève, je suis agité, tout ça. Bon, très bien. Je fais une séance de sophro et à l'époque, comme j'étais dans un lieu qui était encore un peu en construction, je faisais la séance avec un micro, un casque. Le patient avait ma voix, la musique, tout team dans le casque et moi j'avais un micro. Et la patiente me dit, chose que vous m'avez jamais dite, et qui est pas le but, me dit votre voix me fait peur. J'ai l'impression, et elle rajoute, j'ai l'impression que vous êtes derrière moi. Ah, donc là, il s'éclaire une petit warning dans ma tête. Et donc, je trouve une solution pour finir la séance. On finit la séance, je débrief, je lui dis, mais vous n'avez pas eu d'agression, de choses comme ça? Elle me dit non. Elle me raconte deux événements, mais peu émotionnels, et puis où elle était pas directement concernée, présente, mais pas directement concernée. Bon, on prend un rendez-vous. Et dans l'après-midi ou le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Galou, il faut que je vous voie, j'ai quelque chose à vous raconter. En fait, elle revient et elle me dit, en fait, j'ai retrouvé la mémoire d'un événement refoulé pendant 30 ans qui était une agression sexuelle. Là où on a le fameux syndrome du passage à niveau dont je parlais tout à l'heure, c'est que la dite agression était contre un mur, que son angoisse qu'elle avait là devant son bureau, eh ben, elle était devant un mur. Il n'y avait plus de fenêtre dans ce local-là. Donc, elle était devant un mur. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que, on a cette problématique du syndrome du passage à niveau. Deux, cet événement a été entièrement refoulé. C'est-à-dire, elle m'a dit, je n'en avais plus aucun souvenir en 30 ans de vie. Et que, en fait, en fait, les deux éléments déclencheurs, c'est le fait qu'elle vienne, le fait qu'elle ait l'impression d'avoir ma voix derrière, et ça fait remonter ça. Donc là, si on traite, si par exemple, alors ça c'est important à dire, moi je commence toujours la première séance en disant au patient ou à la patiente, je parle souvent de patiente parce que je crois qu'en 18 ans de travail, j'ai dû avoir 90% de femmes, très peu d'hommes, mais je dis toujours, je n'ouvre jamais de porte que la personne ne veut pas ouvrir. Si la personne vient me voir en me disant, voilà, dans telle situation, j'ai de l'angoisse, je veux régler cette angoisse dans cette situation-là, et qu'elle me dit, je veux pas savoir, parce que je pose la question, je veux pas savoir le pourquoi du comment, on traite l'angoisse dans cette situation-là. D'accord? Si elle me dit je veux savoir le pourquoi du comment, ben on va chercher le pourquoi du comment. Ce qui est toujours mieux. Parce que par exemple, dans le cas que je vous ai décrit, si on avait traité l'angoisse derrière le bureau, on n'aurait peut-être jamais traité l'agression. Voilà. Après, dans les exemples, qu'est-ce que. Alors, il y a un exemple qui est sympa, qui est lié à la pratique, à la sophro et à la pratique, parce que je fais des séances depuis très longtemps, ça n'a rien à voir avec le Covid, par téléphone ou en visio, mais je préfère le téléphone, sauf pour le MDR que je fais en visio. En fait, j'ai eu un jeune qui a fait une carrière de sportif pro, et puis à la fin de ça, donc je lui ai fait des séances qui allaient de problématiques d'angoisse par rapport au groupe, en passant par de la préparation mentale, cerveau droit, cerveau gauche, enfin bon, des choses assez pointues par rapport à la préparation mentale du sportif. Et quelques années plus tard, donc il fait une carrière pro, quelques années plus tard, je vois passer un post sur Facebook où il parlait d'un programme qu'il avait monté qui s'appelait Body and Mind. Donc je l'appelle, je lui dis, ah, Body, j'ai compris, mais Mind, tu fais quoi? Il me dit, bah, Monsieur Galou, tout ce que vous m'avez appris en sophro. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une sacrée belle histoire, parce que lui m'a permis de faire, c'est pour lui que j'ai commencé à faire ces séances par téléphone. Et du coup, j'ai pu développer ça, et lui après a pu se servir de ce que je lui avais amené. Voilà. Et puis le troisième exemple que je voulais vous donner, sans le définir, mais juste la conclusion, parce que c'est peut-être ça qui justifie tout ce temps de travail. C'est une personne qui, après avoir
fait ce chemin thérapeutique, m'a dit, Monsieur Galou, vous m'avez sauvé la vie. Et rien que ça, voilà, c'est juste. Ouais. Ça suffit à justifier tout le reste. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça. C'est pour ça que tu es là. Ouais. Voilà, c'est pas de la forfanterie, c'est juste du vécu et c'est voilà. Voilà. Après des cas, je peux vous en. Oui, Oui, oui. Non, Autre. Voilà. intéressant. Oui, tu as balayé plusieurs cas et effectivement, surtout, vous pouvez les traiter de façon superficielle, mais dans ce cas-là, ça pouvait aussi revenir. Mais que si on allait chercher la cause en profondeur et l'événement source, on arrive Ouais, c'est justement très à important. débloquer Mm. et à mener justement les personnes à dépasser certaines phobies, certaines peurs. Et Ouais, c'est ça qui est important. ouais. Surtout, c'est relativement, c'est très simple parce que à chaque fois, j'ai la réflexion, mais c'est allez, 80% des cas ou plus, c'est oh, avec moi, ça va être compliqué. Chaque fois. Et en fait, on s'aperçoit que quand on. C'est comme l'histoire de Star Wars. Quand on fait péter l'étoile noire avec le machin bien dans le bon tunnel et il y a tout qui pète, quoi. Et les petits satellites qui sont autour, eh ben, ils n'ont plus beaucoup d'importance et on a atteint le noyau du truc, quoi. Voilà. Bon, Merci. on n'a pas la princesse Leia. Voilà. Non, Non. on va pas. Bah si, moi. Ah ben, attends, il faut que tu fasses tes macarons. Alors, merci pour ta présentation, Christophe. Et Thierry, est-ce que tu as des questions à poser à Christophe? Tout d'abord, merci pour la présentation, parce que je découvre la sophrologie d'une autre façon que juste de ce qu'on m'avait expliqué, et j'apprécie vraiment le chemin et ça. Moi, j'avais juste une question justement par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur le côté de la personne, son cerveau ne va pas montrer des choses qu'elle n'a pas envie de montrer. Dans le cas que tu as dit par rapport à la personne, par rapport à l'agression sexuelle, là, elle s'attendait peut-être pas non plus, mais ça l'a pas. Ça peut être gênant, non, ou pas? Parce que aussi, ça lui fait remonter un souvenir qu'elle ne voulait plus, en fait. Gênant en quoi? Gênant sur Non, le gênant moment. pour elle, quand tu dis Sur le de dire, moment, bah, c'est j'ai plus envie de parce que savoir c'est qu'une chose et émotionnel. pas le reste, en fait. Là, Ouais. dans ce cas-là, Je pense elle pas que ça était soit ouverte à comprendre. C'était pas cette personne qui avait dit qu'elle voulait pas savoir d'où ça venait. Ah non, non, C'est non, un non. autre cas. Ah non, elle avait. Ça s'est passé, ça a été tellement rapide en fait. Ça a été sur à part la séance d'anamnèse, mais après ça a été sur la première séance de sophro. Donc, et du coup, c'est remonté comme ça. Clairement, oui, sur cet exemple, je pense que la personne était venue pour la problématique, enfin, je suis sûr qu'elle était venue pour la problématique, et de fait, puisqu'elle ne se souvenait pas du reste, d'angoisse face à son mur. Mais en l'occurrence, c'est gênant. Non, c'est très libérateur. Sur le moment, ça peut être très émotionnel, mais c'est très libérateur. J'avais un autre exemple aussi qui est une dame qui est dans un process depuis un certain temps de FIV et répété, etc. Et ça devient un poids énorme pour elle, pour son mari. Enfin, c'est genre, bon, il faut qu'on fasse ça maintenant à la minute près, etc. Et en fait, ce qui bloquait, c'était quelque chose qui avait à voir avec, avec sa naissance et quelque chose dans la fratrie, quoi. Et en fait, c'était ça qui bloquait. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'elle aurait pu, clairement, après, je lui ai dit, bah, partez en vacances avec votre mari et puis vous verrez après s'il faut faire la FIV ou pas. Elle est tombée enceinte. Oui. Ça a débloqué complètement. Ouais. Donc, sur le moment, oui, ça peut être émotionnel. Mais après, je pense vraiment que c'est aussi. Il y a une chose que je n'ai pas dite qui est importante pour répondre à votre question, Thierry. C'est qu'en fait, dans la thérapie, alors je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important. Pour moi, la thérapie, l'approche, c'est un triangle. Il y a le thérapeute, la méthode et le patient. Et ça doit circuler dans ce triangle, mais dans tous les sens.
Et ce qui fait circuler ça, l'essence de ça, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que le thérapeute soit très confiant dans son approche, mais il faut aussi que le patient soit confiant dans le thérapeute et vice-versa. Et vice-versa. Moi, un jour, j'ai eu un monsieur qui était prof de philo à la retraite. La première séance, il venait pour des acouphènes. La première séance, il l'a passé à m'observer. Tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Et il n'était absolument pas dans je suis là pour moi et je reçois. Et quand on a fait la séance de sophro, ça c'était drôle, il me dit c'est bien votre truc, alors il rentre bien dedans, tout. Il me dit c'est bien votre truc, ça me fait penser à tel philosophe, tel machin, etc. À l'époque, j'étais dans un gros centre de santé où il y avait une salle d'attente, il y avait 20 places, minimum. Et je lui dis, vous voyez, il y a de la place dans la salle d'attente. Donc vos philosophes, vous allez les mettre avant de rentrer dans la salle d'attente, et puis on va s'occuper que de vous. Et puis, vous arrêtez de surveiller ce que je fais, parce que sinon, on ne va pas y arriver. On va pas y arriver. Et après, Donc, ça s'est bien passé? ouais, après, ça s'est bien passé. Bon, c'était, en fait... Spinoza qui arrivait, nickel. Ah ouais, non, mais... Ah oui. Bon, une des questions qu'on peut poser pour l'approche concernant les acouphènes, parce qu'en fait, l'idée, c'est comme les maladies chroniques, on déplace la tension, mais il y a quand même quelque chose qui peut être de l'ordre de l'indice de qu'est-ce qui a pu déclencher, etc. C'est de demander à la personne ce qu'elle entend. Les gens entendent des choses différentes. Et là, en l'occurrence, ce qu'il entendait, ce monsieur, c'était le bruit de la soupape d'une cocotte minute. Et en fait, quand je lui demande sa journée, donc il passe sa journée devant son ordi à écrire des textes, etc., etc. Il me dit, puis le soir, je vais me coucher, donc je lui dis, c'est quoi votre rituel, tout ça. Il m'explique son rituel, et il me dit, après, je lis. Je lui dis, vous lisez quoi? Ben, des bouquins de philo. Donc, je lui dis, ben, écoutez, passez au journal, ou je sais pas, moi, à l'équipe, à ce que vous voulez, quoi. Enfin, mais vous posez les bouquins de philo. Il n'arrêtait jamais. La cocotte, elle était pleine, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Thibaut? Excellent. Bon, mais très bien. Tu as d'autres questions peut-être, Thierry? Non, c'est clair. C'est clair. C'est vraiment j'ai peut-être utilisé le mauvais mot, mais c'est vraiment je pense que de toute façon, on ne libère que ce qu'on est capable de libérer. Donc de toute façon, la personne est en capacité oui. de le faire. En fait. Oui, il y a un moment. Il y a un moment, une chose que je n'ai pas expliqué aussi, c'est que moi je donne deux choses. Je donne les outils, style la cohérence cardiaque, des outils de respiration, etc. Et puis je donne des clés. Les clés, c'est des petites phrases que je vais pouvoir proposer à des moments. Et des fois, la clé ouvre, des fois, c'est pas le bon moment, elle ouvrira plus tard. Puis des fois, c'est pas la bonne clé parce que je suis ni la fée clochette ni Dieu, donc des fois, c'est pas la bonne clé. Mais des fois, je vois les mots qui rentrent là, qui sortent là, et puis quelques séances plus tard, ça a ouvert quelque chose. Mais c'est juste attention, une précision, ça il faut être très très attentif à ça. C'est pas on n'est pas du tout dans du souvenir induit ou des choses comme ça, qui peut être très très désastreux. C'est exemple de clé, c'est par exemple, pour être tout à fait clair, une dame qui était métisse, et je lui dis peut-être devriez-vous regarder du côté de vos origines. Voilà. Point. Ça, c'est ma phrase. Bon, je vois les mots qui rentrent là, qui sortent là, il ne se passe rien. Et puis, 3-4 séances plus tard, sans faire référence à la dite séance, elle me dit, j'ai pensé à une chose, peut-être que je devrais regarder du côté de mes origines. Voilà. Ça, c'est une clé. Mais c'est en aucun cas... alors, une chose importante, clairement, il n'y a pas de comment dire, de choses du style vous avez ça parce que vous avez vécu ça. C'est important que ce soit le patient qui conscientise. Bien sûr. Bon, je laisse, je vous parle même pas des approches du style. Alors, il y a une chose que j'ai pas dite, le transgénérationnel, la psychogénéalogie, je l'utilise, mais un petit peu comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, ça permet de confirmer des choses. Bon, ça, il faudrait rentrer dans plus de détails. Mais par contre, je ne rentre jamais dans tout ce qui peut être vie antérieure, etc. Parce que, comme disait Coluche, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
Je me suis servi de cette notion-là une seule fois pour une patiente qui était vietnamienne, dont je connaissais le système de croyances et de valeurs, et je pensais que ça pouvait l'aider. Et ça a été le cas. Mais c'était son système de croyances et de valeurs. Voilà. Il est en aucun cas il ne faut dire ben, vous avez ça parce que moi je sens, je vois, enfin tout ce que vous voulez que vous avez eu ça, que c'est parce que ceci ou c'est parce que cela. Clairement, c'est le patient qui doit conscientiser. On l'amène à. Et effectivement, il y a c'est pour ça que ça peut pas se faire moi je dis toujours, encore une fois, je suis pas la fée clochette et je sais pas faire en 2 séances, quoi. Il y a un moment pour, surtout, alors bien évidemment pour quelqu'un qui a 50 ou 60 ans, ben, vous comprendrez bien que le mécanisme qui a tourné, parce qu'il se déclenche, ce fameux mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure, il se déclenche chaque fois que la personne se retrouve dans la situation qui a la tonalité de l'événement premier. Ce mécanisme, il a tourné pendant 50 ans. C'est un peu plus, pas compliqué, mais ça met un peu plus de temps que pour un gamin de 20 ans. Ah Pour un oui. gamin de 20 ans, c'est super rapide. Bon, merci beaucoup Christophe et Thierry pour votre attention. Donc, c'était la présentation de la sophrologie par Christophe Gallou et bah, qui est sur Zendez-vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui sur Zendez-vous. Et il y a Thierry aussi qui est sur Zendez-vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.